Vous écoutez l'épisode 141 du podcast Mes trucs de prof dans lequel je vous parle des conflits liés aux répartitions de classes, de salles, d'heures, etc. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. La semaine dernière, je suis tombée sur le live hebdomadaire d'être prof sur Instagram qui parlait des difficultés rencontrées lors des répartitions de classes dans les établissements. Et puis 2 jours après, le sujet est revenu en coaching où une coachée me racontait qu'elle ne mangeait plus avec ses collègues tellement les tensions étaient difficiles à supporter dans son école. Et puis j'ai rencontré une copine qui m'a parlé d'un mercato dans son école. Une autre personne qui m'a dit que dans son école, elle avait l'impression de vivre Hunger Games. Et ça m'a rappelé quelques années difficiles dans une école où j'ai vécu des tensions liées aux répartitions qui avaient pris une ampleur assez importante. Je me suis dit que c'était du coup le moment de vous en parler pour décortiquer un petit peu ces situations avec les outils et les grilles de lecture que j'ai aujourd'hui en tant que coach. Et peut-être que ça vous donnera des pistes de résolution ou que ça vous permettra de changer de regard sur la situation ou bien à minima que ça vous permettra de vous sentir un peu moins seul. Donc il y a des écoles, des équipes, des années où tout se passe bien de manière très fluide parce que la façon de procéder convient aux situations du moment et que tout le monde est en phase avec les règles de fonctionnement. Et puis il y a des équipes dans lesquelles c'est plus difficile. Et puis parfois ça s'est bien passé pendant des années dans une école, dans une équipe, lors de ces répartitions. Et puis d'un coup ça change. Il suffit parfois d'un élément, d'un événement dans l'année, d'un changement dans l'équipe, d'une situation d'élève particulière pour que les choses changent. Et les changements, ils peuvent arriver à tout moment. Et dans cet épisode, je ne vais pas vous dire comment ça doit se passer, ni qui doit trancher ou qui doit décider, parce que pour cela, il y a des textes. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de vous donner à lire la situation autrement, parce que même quand les choses, elles sont tranchées, même quand il y a quelqu'un qui a pris une décision, parfois, ça peut être difficile à vivre. Les répartitions de classe, les répartitions de salles, les répartitions d'heures, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, sont très facilement la source de conflits dans les équipes parce elles font naître des frustrations, elles font naître des tensions qui parfois vont perdurer pendant longtemps et qui vont faire naître des mésententes qui vont finalement nuire à l'ambiance de l'équipe et au climat scolaire. Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans ces répartitions, c'est qu'il s'agit de décisions professionnelles qui vont impliquer énormément de répercussions sur la vie personnelle et donc elles vont faire naître chez chacun et chacune des peurs, du stress, la peur que ça nous change notre quotidien, nos habitudes ou on a peur aussi que ça nous empêche parfois de faire ce qu'on a envie de faire. Parfois, il peut y avoir des répercussions dans la vie perso dont on ne veut pas forcément parler dans son équipe, mais on peut avoir des projets personnels, une grossesse, une FIV, aider un parent malade, etc., un divorce, qui font que on n'a pas envie de mobiliser davantage de temps à nos préparations, etc. Il peut y avoir aussi des difficultés pour certaines personnes d'ordre professionnel, une année difficile, difficile avec le collègue du niveau ou difficile avec des élèves, etc. et qui font qu'on n'a pas envie de rester dans cette situation-là. Il y en a qui sont dans la lassitude, qui ont besoin de changement. Ça fait un certain nombre d'années qu'ils ont le même niveau, ils aimeraient pouvoir changer. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont peur de ce changement. Bref, il y a vraiment des peurs là qui sont liées au changement.
Chacun va vouloir préserver sa stabilité. C'est une tendance naturelle chez nous, l'être humain. On a besoin de se sentir en sécurité et donc on va essayer de préserver sa stabilité. Et le fait que cette stabilité puisse être mise à mal par des décisions dont on va pas complètement qu'on ne va pas complètement maîtriser, ça va faire naître du stress. Et dans des situations de stress, eh ben on va chacun et chacune réagir de différentes façons, et ces façons-là, elles vont parfois s'entrechoquer et on n'est plus dans la compréhension de l'autre. Et puis dans ces situations-là aussi, on est face parfois à des conflits de valeurs. Dans ce sens-là, valeurs, ce sont les convictions qu'on va considérer comme très importantes pour nous et qui vont constituer pour chacun de nous des repères, des façons d'évaluer et de jauger une situation. Et je vous en parlais dans l'épisode sur les valeurs professionnelles, où l'idée c'est qu'on a bien sûr des valeurs qui sont plutôt communes en général, mais la façon de hiérarchiser ces valeurs, c'est-à-dire que l'importance qu'elles ont pour chaque personne, va être différente. Et ce qui est important pour moi n'est pas forcément à la même place pour mon voisin. Donc là où certains vont par exemple considérer que ce qui va prévaloir dans une répartition, c'est d'inclure tous les collègues, que tout le monde soit satisfait, d'autres vont peut-être mettre en avant en premier lieu, je sais pas, le bien-être des élèves par exemple, ou en premier lieu leur bien-être personnel et leur vie personnelle. Et donc ça va créer des incompréhensions et des conflits. Je parlais par exemple du choix des élèves. Il y a des écoles dans lesquelles on choisit ses élèves. Et puis il y a des personnes pour qui ça c'est complètement impensable de choisir ses élèves. Pour d'autres, ce qui est important, c'est de créer une classe dans laquelle ça va être hétérogène, on va avoir de tout, de faire des classes équilibrées. Et du coup, quand on se retrouve avec quelqu'un qui a envie de choisir ses élèves parce qu'il y a de l'affect, parce que parfois on a déjà eu la fratrie, ou on aime bien telle famille, ou on a envie de garder cet élève qu'on avait dans notre classe ou de le retrouver. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui font que on peut se retrouver, deux personnes vont se retrouver ensemble avec une personne qui veut, pour des raisons qui lui sont propres, choisir ses élèves, et l'autre personne qui, en face, trouve ça inadmissible de choisir ses élèves parce que ça va venir entraver d'autres choses. Et donc là, on a un conflit de valeurs, c'est-à-dire qu'on a deux visions du monde, deux visions professionnelles qui vont s'opposer. Ma coachée justement, elle me disait la dernière fois, mais moi je viens du soin et ça me paraît complètement improbable de choisir ses élèves. C'est comme si moi on me disait qu'avant je choisissais mes patients. Et donc là, vraiment, c'est deux façons de voir les choses différentes qui vont s'opposer. Vous imaginez bien tous les quiproquos qui peuvent en découler. Autre exemple, c'est le fait de choisir sa classe ou de pouvoir changer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont estimer que ça fait longtemps qu'ils sont installés, qu'ils ont leur classe et que du coup, puisque ça fait longtemps qu'ils sont dans cette école, on n'a pas à les changer de niveau. Et en face, on peut avoir quelqu'un qui considère que, puisque ça fait longtemps que tu es là, que tu es expérimenté, etc., que tu as plus la faculté de t'adapter et que donc on ne va pas laisser la classe difficile ou le double niveau ou le CP à une personne qui arrive et qu'on ne connaît pas, qui est potentiellement débutant. Et donc là, on a deux façons de voir le monde qui s'opposent. Dans les façons de voir le monde, de lire les situations, il y a deux autres manières de voir les choses qui peuvent s'opposer. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les personnes qui vont regarder les situations avec le filtre de leurs valeurs en premier, comme je viens de vous en parler. Et donc à ce niveau-là, il peut déjà y avoir des conflits, des dissonances qui vont être liées aux valeurs qui sont différentes et qui se confrontent. Et il peut y avoir une opposition avec, d'un autre côté, des personnes qui regardent les situations en priorité au travers du cadre, de la loi, des textes, etc. Et ça va donner, de manière très caricaturale, ça va donner d'un côté des personnes qui vont dire qu'on soit content ou pas, de toutes les façons, c'est la direction qui tranche, les textes disent ça, et tatati et tatata et basta. Et donc qui vont penser que les personnes qui regardent les choses avec leurs valeurs sont dans l'affect, sont subjectives, ne sont pas professionnelles, etc. Donc avec un jugement sur les autres.
Et de l'autre côté, les personnes qui regardent avec leurs valeurs, qui peuvent être révoltées par des propos qu'elles vont juger froids, qu'elles vont juger distants, déconnectés de la réalité, etc., avec aussi un jugement inverse qui crée de toute façon de l'incompréhension et qui ne va pas permettre la rencontre, le lien, la discussion. Et je dresse volontairement deux portraits assez archétypaux, assez caricaturaux, parce qu'au milieu de ces deux polarités-là, il y a toute une palette de façons de voir les choses, de manière plus ou moins nuancée, avec en plus des personnes qui soit seront capables d'apporter de la nuance dans les discussions et de permettre de faire décanter les choses, etc. Soit des personnes plus nuancées, mais qui préféreront ne pas se mouiller, ne pas intervenir, ne rien dire, se plier à ce qui se dira pour éviter le conflit. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon d'être, en fait. Chacun est comme il est. C'est juste que je vous dis ça pour que vous preniez un peu de distance et que vous puissiez aussi vous situer vous et aussi aller voir ce qui se passe du point de vue de l'autre. Si vous regardez tout en fonction du cadre et des textes, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas en mesure d'entendre et d'écouter la personne qui va parler avec ses valeurs. Et l'inverse est valable aussi. Et la difficulté dans ces situations-là, c'est que comme chacun considère que sa façon de voir, c'est comme ça que tout le monde devrait voir, on n'arrive pas à faire le pas vers l'autre pour essayer de voir comment on pourrait penser autrement. Et puis surtout, ça fait naître du ressentiment, du jugement. On va aller chercher du soutien auprès de certaines personnes et on va renforcer entre nous qui pensons de la même façon. On va aller se renforcer sans essayer de comprendre les réactions des autres. Il y a des réactions qui sont liées aussi à de la protection. Et en fait, le problème, c'est qu'on parle de deux endroits différents. On parle à l'autre en supposant que l'autre est censé voir les choses comme nous et que s'il ne les voit pas comme nous, c'est qu'il y met de la mauvaise volonté ou c'est qu'il n'a pas de bonne valeur, etc. Donc on est aussi dans le jugement de l'autre. Alors qu'en fait, si on accepte que on ne voit pas tous les choses de la même façon, qu'on n'est pas obligé de voir les choses de la même façon et qu'il n'y a pas une bonne façon de voir les choses, même si c'est difficile. Moi, la première, j'essaye de ne pas laisser transparaître mon avis dans cet épisode-là, mais il y a des choses qui, au niveau de mes valeurs, m'affectent profondément. Par contre, je sais ce qui peut en être pour l'autre maintenant. Et quand je repense d'ailleurs au conflit passé, j'arrive maintenant à imaginer en fait ce qui s'est passé pour les autres et ce qui a généré tous ces conflits-là. Et c'est ce qu'on voit quand les répartitions se passent pas forcément bien, c'est parce que on n'a pas forcément tenu compte du fait que tout le monde n'ait pas la même vision des choses et on n'a pas pensé les choses en amont. Donc on a des visions différentes qui s'opposent. Et puis, parfois, il y a aussi des règles qui restent tacites et qui ne sont jamais remises en cause ou alors même jamais rediscutées. Je pense par exemple à la règle du dernier arrivé, dernier servi. Et à sa réciproque, je suis le ou la plus ancienne et donc je choisis en premier. Il y a des écoles en fait où ça fonctionne complètement autrement. Il y a des écoles où on remet en jeu tous les niveaux, tous les ans. Il y en a d'autres où on les remet en jeu au bout de quelques années. Tout ça, ce sont des règles différentes. Et en fait, le simple fait de savoir que ça peut se passer différemment, ça permet de mettre en perspective comment ça fonctionne dans une école. Il y a certaines règles qui n'ont jamais été remises en cause parce que parfois les gens n'ont pas osé ou parce que pendant un temps, elles satisfaisaient tout le monde, parce que la situation n'a pas changé. Et en fait, ça crée un changement pour les personnes qui sont là depuis longtemps, de remettre en question ces règles, ça crée de l'incertitude, mais pour autant, ce sont des règles qui peuvent toujours être mises en cause, comme les lois, comme les règles dans les classes, il y a toujours de la négociation et du changement, et en fait, c'est ça qui est difficile parfois. Si je reprends l'exemple du dernier arrivé, dernier servi, ça peut fonctionner quand on est après pour le mouvement provisoire ou sur des affectations à la rentrée. Mais quand on est sur des personnes qui sont arrivées les dernières, et comme c'est une école dans laquelle il n'y a pas beaucoup de changements, qui sont là depuis déjà 2, 3, 4, 5 ans, ça veut dire que dernier arrivé, dernier servi, au bout de 5 ans, on est toujours le petit nouveau qui n'a pas son mot à dire. Donc qu'est-ce que ça dit aussi de l'équipe dans laquelle on est ? Un autre exemple, c'est qu'il y a des personnes qui considèrent que puisqu'elles ont de l'ancienneté, elles doivent garder leur stabilité. Et à l'inverse, il y a des personnes qui considèrent que
puisqu'on est ancien, on est donc plus expérimenté et donc plus flexible et plus à même d'accepter certains changements. Donc là encore, en fait, on peut voir que, quelle que soit notre façon de penser, il y a toujours une façon de penser opposée qui est aussi valable et pour laquelle on peut trouver des arguments. Et ça, en fait, ce sont des règles de fonctionnement. Et le problème avec ces règles, et donc l'idée, c'est pas de dire telle règle est meilleure qu'une autre, etc. dans cet épisode-là. C'est juste, le problème, c'est elles ne sont pas clarifiées, elles ne sont pas repensées. Il n'y a pas un moment donné où on se dit, est-ce qu'on garde ces règles-là? Est-ce que ça va de fonctionner comme ça? Est-ce que tout le monde est d'accord pour fonctionner comme ça? Quelles règles on met? Et surtout, de ne pas attendre le moment où tout le monde est déjà stressé pour pouvoir discuter de ces règles. L'idée, ce serait de pouvoir discuter de ces règles bien en amont, au moment où tout le monde est détendu, où c'est pas encore un sujet à froid, à tête reposée, pour se dire quelles sont les règles qu'on adopte cette année par rapport à l'année d'avant. Est-ce qu'on garde les mêmes? Comment ça se passe en fait? Parce qu'en plus, dans une équipe, il peut y avoir du changement. C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'être dans une équipe où tout le monde est là et que ça bouge pas trop d'une année sur l'autre, que dans une équipe où il y a la moitié de l'équipe qui se renouvelle régulièrement. C'est pour ça que c'est important de réfléchir en équipe à comment on s'organise pour arbitrer, pour que tout le monde s'y retrouve, pour tenir compte des choix de tout le monde, de ceux qui ont besoin de stabilité, mais aussi de ceux qui ont besoin de changement. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui l'est moins? Comment on tient compte de l'expérience aussi des uns et des autres? Comment on tient compte des contraintes de vie et des projets des uns et des autres, parce que parfois par empathie dans une équipe, c'est important de savoir. On sait très bien que quand on vient d'un congé maternité, on a un petit temps de réadaptation. On sait très bien que quelqu'un qui a un projet, je sais pas, de passer un concours ou un examen, ou qui vient... Enfin, il y a des accidents de la vie parfois ou des projets de vie qui nécessitent que tout le monde soit un peu dans la compréhension et que dans la mesure du possible et pas au détriment des élèves, eh ben, on puisse assurer un peu de sécurité à un collègue ou à une collègue qui en a besoin pour une année par exemple. Donc il y a tout un tas de petits paramètres à prendre en compte, mais qu'il est important de formaliser. C'est poser le cadre, le même cadre que je vous dis qu'il faut poser dans la classe, qu'il faut clarifier avec soi. C'est aussi un cadre qui est à définir en équipe et assez tôt pour laisser à tout le monde le temps de se projeter, de se faire à l'idée, parce que c'est aussi compliqué quand on s'est projeté de ne pas changer ou quand on s'est projeté à changer, au dernier moment, être mis un peu au pied du mur. C'est difficile dans ce sens-là. Donc il y a toute cette question de l'anticipation, de poser le cadre, de poser ses règles, de les formaliser et de pouvoir les réévaluer régulièrement. Donc là, déjà, pour pouvoir juste redire un peu ce que je viens de vous dire et comprendre ce qui se joue dans les répartitions, c'est qu'on est face à de la résistance au changement ou à la peur du changement, la peur de subir un changement qu'on ne maîtrise pas, la peur de perdre aussi un petit peu le contrôle. On a des émotions qui vont intervenir là-dedans et surtout des visions du monde différentes. Chacun a sa façon de voir les choses et donc ça crée des incompréhensions de l'autre parce que on campe tous dans nos positions en imaginant que tout le monde pense comme nous ou devrait penser comme nous. Et un petit peu d'ouverture et d'essayer de se mettre à la place de l'autre, ça permet en tout cas d'ouvrir la discussion. D'essayer de se dire, ok, en fait, on regarde tous la situation avec des filtres différents. Chacun a sa carte du monde et la carte du monde n'est pas le territoire. Ça veut dire que chacun voit les choses à sa façon. Personne n'a tort, personne n'a raison. C'est juste qu'on ne regarde pas les choses du même point de vue. Et donc déjà ça, se dire que ben oui, on n'a pas tous le même contexte de vie, pas tous les mêmes impératifs et que tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir les exprimer, n'y a pas forcément pensé. On est souvent dans la réaction et on est dans de l'affrontement plutôt que de faire équipe et de réfléchir ensemble. On est dans de l'affrontement parce que chacun a envie de défendre son bout de gras et de maintenir le statu quo. Et puis, dans ces situations-là, on est aussi face aux différents modes de fonctionnement de chacun et chacune qui divergent donc et qui vont créer parfois certaines prises de position maladroites ou certains positionnements qui vont être pour certains plutôt autoritaires et d'autres pour certains plutôt de soumission. Donc là aussi, dans une idée d'aller vers l'autre et d'ouvrir un peu les discussions, c'est important de pouvoir aller regarder ça. Dans toutes les équipes, il y a toujours la personne qui va repartir de la réunion en pleurant, mais après s'être sacrifiée pour les autres. Il y a aussi celle qui a l'air de le faire de bon cœur, mais
qui finalement, pour le bonheur de tout le monde, c'est toujours cette même personne qui va se sacrifier pour prendre les niveaux dont personne ne veut. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir aussi prendre un peu de recul pour regarder ça et pour se dire, ok, bon, ben, moi, ça me crée de l'insécurité, mais qu'est-ce que ça peut créer pour l'autre et qu'est-ce qui se joue pour chacun? Je vous disais également que ça générait du stress. Et face au stress, il y a des façons de réagir qui vont se heurter. Parce que tout le monde est soumis au stress dans ce genre de situation. Parfois même ceux qui n'ont rien à voir dans la situation, mais qui n'aiment pas le conflit et qui vont être en conduite sous stress. Et en fait, le stress, parfois, souvent, il est lié à la perception d'une différence entre les ressources dont on dispose et ce qu'on s'imagine des attentes. Donc du coup, il y en a qui vont être stressés par rapport à ce qui va leur arriver, au résultat, donc au changement de niveau, ou alors au maintien dans un niveau qu'on n'aime pas, etc. Et le fait de ne pas se sentir apte à faire face à cette situation-là. Mais il y en a aussi qui vont être juste en situation de stress par rapport au moment de la discussion, parce qu'ils ne vont pas se sentir capables de réussir à se faire entendre dans un débat, par exemple. Donc on va avoir le stress de ne pas réussir à se faire entendre et à faire entendre son opinion. D'autres qui vont être en stress, dans le stress qu'on leur prenne leur niveau. Il y en a d'autres qui vont être dans le stress que les choses changent, alors que d'autres personnes seront dans le stress justement que ça ne change pas alors qu'ils ont besoin que ça change parce que pour une raison ou une autre, la situation actuelle ne leur convient plus du tout. Il y a des personnes qui vont être en état de stress parce ils ont peur de se retrouver en difficulté toute une année avec un niveau ou avec des élèves, que ce soit dans le changement ou dans le non-changement. Il y a des personnes aussi qui stressent de devoir tout recommencer, ou d'autres qui stressent de devoir continuer dans cette situation justement qui ne leur convient pas, je l'ai déjà dit, je crois. Et puis il y a du stress qui va être lié aux représentations qu'on a d'autres collègues avec qui il faudrait travailler ou d'un autre niveau qu'on pense ne pas maîtriser, et donc là qui nous fait en tout cas douter de nos compétences. Et puis, il peut y avoir aussi le stress de la personne qui dirige ces échanges, du directeur ou de la directrice, qui peut être stressé à l'idée que ça déborde, de ne pas garder le calme dans la réunion ou de devoir trancher. Et du coup, pareil, la réaction, ça peut être une espèce de passivité, une politique de l'autruche, ou alors pas oser s'affirmer et laisser les personnes qui prennent le dessus dans les réunions prendre le dessus sans permettre à tout le monde de s'exprimer. Ou alors, au contraire, il peut y avoir une attitude plutôt autoritaire d'imposer des choses et de créer, du coup, du mécontentement de toutes parts. Mais, enfin, voilà. Même dans la personne qui dirige la réunion, donc même pour la directrice ou le directeur, il y a du stress qui va générer des réactions différentes, qui vont générer elles aussi des insatisfactions dans l'équipe, parce que, mais quand même, elle aurait pu réagir comme ci, ou il aurait pu dire ça, ou il aurait pas dû dire ci, ou il aurait pas dû dire ça. Donc je pense que vous voyez très bien ce dont je veux parler. Et du coup, des fois, j'espère que vous prendrez conscience de qui vous êtes et comment vous fonctionnez, etc. Et que ça vous donnera des pistes, soit pour vous assouplir, soit pour vous affirmer davantage, mais surtout pour pouvoir mieux communiquer les uns avec les autres. Et face au stress, chacun a sa manière de réagir. Il y a ceux qui vont réagir en se renfermant sur eux, en ne parlant plus, en s'isolant. D'autres qui vont réagir au stress en créant des conflits, en allant discuter avec tout le monde, en cherchant des alliés. Il y en a d'autres qui vont manigancer. Mais ça, c'est pas des traits de caractère, c'est des conduites sous stress parfois. D'autres qui vont fanfaronner excessivement. Il y a d'autres personnes qui vont se mettre à râler sur tout, à dire non à tout, à être réfractaire à toute proposition et à se fermer complètement à toute proposition de changement, à toute recherche de solution. Et puis il y a la personne, comme je le disais tout à l'heure, qui va sous stress complètement se soumettre, ne plus être capable de dire non, dire oui à tout pour arranger la situation, pour arranger les autres, pour que le conflit se termine. Et je pense que dans un souci de faire équipe, de pouvoir continuer à travailler ensemble dans de bonnes conditions, c'est important qu'on puisse tous faire un pas de côté et qu'on puisse se regarder faire, se voir faire, reconnaître comment on agit
avec ce stress, qu'est-ce que ce stress nous fait faire, qu'est-ce que cette peur du changement ou cette peur du non-changement nous fait faire, et de pouvoir aller essayer de comprendre, en fait, les besoins mal exprimés des autres personnes. Je pense que c'est important de reconnaître que la situation est difficile, de prendre un temps avant de chercher des solutions quand c'est difficile, de pouvoir aller exprimer les besoins de chacun, les peurs de chacun, qu'est-ce qui nous fait peur, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous semble juste et injuste, de partager ces valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on tombera d'accord, c'est juste de s'ouvrir à la façon de penser de l'autre et puis ensuite de pouvoir après aller chercher des compromis, chercher comment objectiver les situations. Et là, c'est très important aussi de pouvoir formaliser les choses, de garder des traces, des engagements, de ne pas bafouer les engagements précédents. Quelqu'un qui se serait sacrifié l'année d'avant en disant « Ok, je veux bien reprendre ce niveau, ça me met en difficulté, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, l'année prochaine, je ne voudrais pas être lésé une deuxième fois. » C'est important d'être suffisamment honnête pour aussi entendre ça et respecter ses engagements. Donc, garder des traces des engagements, garder des traces des décisions prises. Et puis, je pense que c'est aussi poser un cadre à cette discussion et pouvoir poser des règles qui seraient à penser et à clarifier en amont. Du coup, ne pas attendre avril pour poser les règles de comment on s'organise, mais peut-être de l'anticiper bien plus tôt, comme je le disais tout à l'heure, quand tout va encore bien. Et puis, à se demander soit comment on est. Enfin, voilà, c'est vous qui écoutez. On ne peut pas forcément agir sur les autres. C'est pas magique. C'est pas parce qu'on ouvre la parole que tout le monde va être capable de revenir sur ce qu'on a dit. Mais déjà de se dire comment je suis moi avec le changement, comment je me comporte moi vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que je trouve injuste, mais qu'est-ce qui serait finalement juste, même si ça me déplaît un peu. Quels efforts je suis prête ou prêt à faire. Et comment je peux aller vers les autres, comment je peux continuer de créer du lien, parce que l'enjeu, c'est quand même de réussir à travailler ensemble et à bien travailler ensemble, sans qu'il y ait d'animosité. Je sais par expérience que c'est assez compliqué à vivre quand derrière, ça crée des conflits et des difficultés de travailler ensemble qui perdurent. Donc il y a vraiment un enjeu de pouvoir rendre ces choses-là, ces discussions-là les plus sereines possibles, et renouer le dialogue et poser un petit peu les choses calmement sur la table. Pour vous aider à voir les choses différemment, j'ai envie de vous raconter une petite histoire pour vous faire réfléchir. Donc, c'est l'histoire de Florence qui avait l'unique classe de CM2 de son école depuis 22 ans. Et en fait, Florence, elle a patienté pendant 12 ans pour avoir son CM2. Parce qu'avant ça, c'était Guy, un collègue, qui avait eu cette classe pendant toute sa carrière. Et il n'était pas question pour Guy d'être délogé de ce niveau. Et donc Florence, elle avait essayé plusieurs fois, mais Guy s'était un peu montré ferme, autoritaire. Et du coup, elle avait été obligée de laisser tomber, d'être patiente. Et elle avait dû changer de niveau quasiment tous les ans pendant un certain temps, changer de salle régulièrement, alors même qu'elle était jeune maman. Et donc quand Guy est parti à la retraite, Florence, elle a enfin pu avoir la classe de CM2 qu'elle rêvait d'avoir depuis longtemps, qu'elle n'avait jamais pu essayer. Alors du coup, à ce moment-là, en fait, Florence, ce qu'elle s'est dit, c'est que maintenant, elle ne le lâcherait plus, son CM2. Elle pouvait enfin se poser dans un niveau qui lui plaisait, après 12 années de changement et de flexibilité, d'adaptation, et elle se disait aussi que, du coup, ce CM2, elle ne l'avait pas démérité. Donc, elle a investi sa classe, elle a acheté plein de choses de sa poche pour équiper cette classe de laquelle elle ne voulait plus partir. Elle se sentait un peu comme chez elle. Donc, ça faisait 22 ans qu'elle était dans cette classe. Et puis un jour, Florence, elle est devenue à son tour la plus ancienne de l'école. Et puis, elle a vu des collègues qui, comme elle, dans le passé, changeaient tous les ans, s'adaptaient. Donc, elle s'est un peu revue jeune, et il y avait une partie d'elle qui comprenait ce que ses jeunes collègues vivaient, mais une autre partie d'elle qui parlait un peu plus fort et qui a commencé à lui faire ressentir de la peur. Donc elle a commencé à avoir peur qu'on lui demande de changer de niveau, et puis elle a commencé à se dire après tout, elle avait galéré pendant 12 ans, qu'elle avait dû patienter, puis donc elle a commencé à se protéger en balançant régulièrement des petites phrases un peu définitives pour faire comprendre à tout le monde qu'elle ne bougerait pas. Elle s'est un peu fermée aussi par peur.
Et puis, il y a une partie des collègues de son école qui connaissaient l'histoire de Florence parce qu'ils avaient été là, et ils avaient entendu parler, etc. Et du coup, ils comprenaient un peu. Et puis, ça s'était installé dans l'école. Il y avait une espèce de règle tacite qui faisait qu'on ne demandait pas à Florence de bouger de niveau. Mais il y a 2 jeunes collègues qui sont arrivés un jour, Anna et Latifa, qui sont arrivés dans l'école et qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi on ne demandait pas à Florence de changer de niveau alors que ça pouvait changer par ailleurs, plus ou moins. Et elle voyait un peu ça comme un privilège. Et pour elle, c'était complètement injuste, parce qu'elles arrivaient d'ailleurs d'écoles où tout le monde changeait de niveau chaque année, et pour elle, un niveau n'appartient à personne. Et pour elle, changer de salle, ça n'a pas vraiment d'importance. Et d'ailleurs, même pour elle, c'est même quelque chose d'important, puisque c'est une manière de se renouveler dans sa pratique sans s'encrouter, etc. Et donc là, il y avait du jugement vis-à-vis de Florence, de se dire, si elle veut pas changer de classe, c'est qu'elle veut pas renouveler ses pratiques, etc. Alors quand il y a eu des discussions pour les attributions de niveau chaque année, où ça générait un peu de stress chez chacun, puisque chacun se disait, oh là là, Florence, elle va pas vouloir changer, et Florence, elle se disait, oh là là, les 2 petites jeunes, elles vont encore vouloir me piquer mon niveau, etc. Elle, Florence, elle sortait des arguments comme elle aussi, elle avait galéré, et que quand elle est arrivée, elle avait dû patienter, et que maintenant elle bougerait plus, et que c'était aux autres de s'adapter, etc. Et ça, c'était très difficile à entendre pour Anna et Latifa. Parce que elle se sentait du coup coincée, frustrée, sur des niveaux desquels elle ne pourrait peut-être pas changer. Et en fait, elle se disait que elles avaient enfin pu obtenir une école proche de chez elles après avoir fait des années dans des écoles à plus d'1 heure de trajet. Et en fait, chez elle, là, c'était la peur de devoir choisir entre rester dans cette école et s'encrouter, ou être coincée dans un niveau et être obligée de changer d'école si elle voulait changer de niveau, et donc aller loin de chez elle. Donc l'idée là, c'est de vous permettre de voir que quand on donne accès aux différents points de vue, quand on remonte un petit peu les pensées, quand on comprend un peu mieux ce qui se joue pour chaque personne, on arrive à se mettre un peu en empathie, on voit comment la perception personnelle de chacun de la situation va créer de l'incompréhension, va générer certaines émotions assez désagréables, qui vont entraîner certaines réactions incomprises de part et d'autre. Et on voit aussi comment la peur du changement, comment la peur de l'instabilité ou l'insécurité, ou le fait de la peur de vivre quelque chose de subi chez Florence, se heurte avec la peur du non-changement, avec la peur de la perte de pouvoir d'agir sur sa vie professionnelle d'Anna et Latifa, et leur peur, elle aussi, du coup, la peur est la même de vivre quelque chose qu'on n'a pas souhaité et de le subir. Et en fait, là où le changement semblerait complètement injuste à l'une, eh bien le non-changement semblerait injuste aux autres. Et puis il y a aussi une question de temporalité, c'est-à-dire qu'elles ont ou vivront les mêmes choses, mais pas au même moment, et donc sur ce moment-là, elles ne peuvent pas se comprendre. Et puis je vous disais aussi que tout peut changer, c'est-à-dire que dans cette histoire qui est fictive, mais dans laquelle sûrement vous vous êtes reconnue, soit en tant que Florence, soit en tant que Latifa ou Anna, soit en tant que directrice de cette école, soit en tant que collègue. En tout cas, dans cette histoire, on pourrait imaginer qu'il y ait des changements de point de vue qui finissent par s'opérer à un moment donné. Donc imaginez, 2 ans plus tard, eh bien Florence, finalement, elle redoute de retrouver en CM2 le petit frère d'un ancien élève avec lequel elle avait eu d'énormes problèmes relationnels avec la famille. Et donc je vous la fais courte, mais en gros, le besoin de changement, là, à ce moment-là, ça devient pour elle une nécessité. Et elle se rend compte que finalement, changer de niveau, ça a du bon, que finalement, elle en est toujours capable, que finalement, c'est pas si compliqué que ça, etc. Et donc, elle décide de changer de niveau et tout s'arrange. Autre changement possible, 2 ans plus tard, Anna et Latifa, elles vivent des changements importants dans leur vie personnelle, suffisamment importants pour qu'elles puissent aspirer à de la sécurité du coup et du non-changement dans leur vie professionnelle, parce qu'elles pourront plus travailler autant et parce qu'elles ont vraiment besoin de pouvoir s'appuyer sur ce qu'elles ont déjà construit, déjà fait, pour pouvoir se focaliser sur leur vie personnelle à ce moment-là. Et donc là, pareil, autre changement qui fait que la situation, elle peut devenir plaisante là où elle était inconfortable pour Anna et Latifa.
Et puis, on peut imaginer aussi un autre changement complètement extérieur, mais par exemple, un élève en fauteuil roulant qui arrive dans l'école et il n'y a pas d'ascenseur, et donc cet élève, il doit rester dans la même salle, l'unique salle au rez-de-chaussée de l'école pendant 5 ans, et ben ça va obliger toute l'équipe à changer de point de vue, à changer d'organisation, et là, plein d'issues sont possibles. Des changements de classe, des changements de niveau, tout changement là qui viendrait, qui serait subi, mais comme on ne peut pas faire autrement et que on est en empathie pour cet élève, et ben on trouve des solutions. Donc avec cette histoire, moi ce que j'ai envie, c'est que vous vous demandiez, eh bien, quand vous entendez cette histoire, qu'est-ce que ça vous renvoie par rapport à votre positionnement, par rapport à ce que vous vivez, comment vous vivez le changement, à quel moment vous vous êtes reconnu en fait dans ces histoires-là et en qui vous vous êtes reconnu, parfois peut-être dans deux personnes différentes. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez faire du coup, maintenant que vous avez vu autre chose, qu'est-ce que vous pourriez faire pour apporter un peu de flexibilité à ce que vous pensez, pour comment vous pourriez faire pour voir les choses autrement et pour réévaluer la situation. Ce que je veux vous amener à faire là, c'est ce qu'on appelle de la réévaluation cognitive. Et donc l'idée, c'est de pouvoir modifier la représentation qu'on a d'une situation, même quand pour le moment, on ne peut pas forcément changer la réponse, changer le résultat. On va modifier ce qu'on se dit de la situation pour pouvoir atténuer ou augmenter, parfois aussi, les émotions ressenties. Et donc là, dans l'idée, on essaye d'aller vers des émotions qui ne nous soient pas défavorables et qui nous soient plus favorables. Et là, vous remarquerez que j'ai dit favorable et pas positif, négatif, agréable, etc. L'idée, c'est pas d'aller chercher seulement du plaisir ou de la satisfaction, mais d'essayer de voir qu'est-ce qui nous sera favorable en fait par rapport à la suite de la situation. Parce que du coup, ça vous laisse plus de possibilités. Donc soit le fait d'avoir entendu cette histoire et de vous poser, ou mon épisode, et de vous poser des questions et de faire une réévaluation de la situation, soit ça vous permettra de mieux vivre la situation, soit ça vous permettra de modifier la manière dont vous la vivez, soit de trouver d'autres façons d'y répondre ou d'autres solutions ou d'autres manières de communiquer. Peut-être que vous serez alors plus empathique avec d'autres collègues ou d'autres points de vue, ou plus patient, ou plus affirmé, ou que vous déciderez de partir, ou que finalement vous accepterez parce que vous préférez rester quoi qu'il arrive. Peu importe en fait. Mais l'idée, c'est de sortir un peu de ce qui nous fait ruminer, parce que parfois on ne peut pas changer la situation et on y pense le soir, on en parle avec son conjoint, sa conjointe, on en parle avec ses collègues dès qu'il y a un petit trou à la récréation, etc. Et ça ne nous fait pas du bien en fait de faire tout ça, et surtout ça ne change pas forcément la situation, parfois ça peut même l'empirer. Et puis l'idée donc c'est de sortir de ce qui nous fait ruminer pour que ça ne nous affecte pas de la même façon ou que ça ne nous affecte plus. Voilà. Donc l'idée, en tout cas, à retenir, c'est se rendre compte que d'autres fonctionnements sont possibles, que c'est pas parce que quelque chose s'est toujours fait que c'est forcément comme ça que ça doit se faire. Parfois, juste de savoir que ça se passe autrement dans une autre école, ça permet de relativiser, de se dire oui, finalement, on a des habitudes, mais c'est peut-être pas comme ça que c'est obligé de fonctionner. Donc, d'être ouvert au changement quand c'est possible, d'être ouvert vers l'autre, d'essayer de comprendre ce que l'autre sent, quels sont ses besoins, son contexte de vie, etc. Et de pouvoir soi aussi clarifier nos peurs, nos besoins, donc clarifier les peurs et les besoins de chacun, et puis se rappeler qu'on est dans une équipe, qu'il va falloir quand même qu'on travaille ensemble, et que là, il en va du bien-être professionnel au quotidien. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on souhaite en fait ? Qu'est-ce qu'on souhaite et vers quoi on veut aller ? C'est quoi notre vision ensemble ? Et comment on peut faire que ce moment de répartition se passe pour le mieux possible. Donc je pense qu'il faut de la transparence, de l'authenticité, de la clarté, de la sincérité, et puis de l'intercompréhension, être prêt à aller voir ce qui se passe pour les autres, et de la créativité pour chercher des solutions. Donc là, on est typiquement dans le genre de situation professionnelle dans lesquelles on va aller travailler, développer nos compétences psychosociales, nos compétences relationnelles, notre flexibilité, dans lesquelles on va devoir réévaluer nos pensées,
notre système de valeurs, vous pouvoir le confronter aux autres, et ça va demander de la patience, ça va demander de l'esprit critique vis-à-vis des situations, vis-à-vis de soi, ça va demander aussi de la flexibilité, pouvoir remettre en cause les choses, et c'est pas forcément évident. Et comme ces compétences psychosociales-là, elles se développent tout au long de la vie, prenez ça aussi comme une occasion de vous développer, de développer ces compétences-là et de pouvoir avancer. C'est le genre de sujet qu'on peut tout à fait traiter dans un coaching pour pouvoir prendre du recul sur certaines situations et soit imaginer des solutions, soit voir comment on peut lire autrement la situation et vivre autrement ces situations-là, prendre du recul, regarder les choses autrement, parfois prendre des décisions nécessaires. Si vous avez envie de travailler sur ce sujet-là ou sur un autre, n'hésitez pas à me contacter sur metrucsdecoach.fr/contact. Si vous voulez compléter cet épisode, je vous invite à aller écouter l'épisode 60 où je vous parlais des valeurs professionnelles. Et l'épisode 55 qui s'appelait 5 langages pour témoigner son appréciation aux collègues, qui peut vous donner des pistes aussi de compréhension des uns et des autres. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur metrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@metrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur metrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.